Bonjour et bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et durables. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur JS. Alors aujourd'hui à l'épisode, on reçoit Émeric Duquette, architecte et concepteur certifié de bâtiments passifs, l'homme derrière Écorce Architecture écologique. L'objectif de son entreprise, c'est de rendre l'architecture écologique accessible. D'abord charpentier-menuisier, puis technologue, puis architecte, on peut dire qu'Émeric a touché à toutes les étapes de la réalisation du bâtiment. Son projet Les Bases, à Saint-Denis-sur-Richelieu, a d'ailleurs remporté plusieurs prix, dont le Architizer A+ Award, dans la catégorie Sustainable Housing. Actuellement en voyage en Europe avec sa conjointe et rédactrice en chef, il parcourt différents pays pour, entre autres, s'inspirer de ce qui se fait, mais aussi pour faire du woofing. On vous explique c'est quoi durant l'épisode. Alors, bienvenue à l'épisode, Émeric. Comment ça va aujourd'hui? Hey, ça va super bien. Merci à vous de me recevoir. Ben, ça fait plaisir. Les auditeurs ne savent pas, là, mais ça fait 1h30 qu'on essaie d'enregistrer le podcast. On a fini par y arriver. Merci de ta patience. Donc, écoute, on se lance directement sur ton parcours. Toi, tu as commencé comme menuisier, après ça technologue, après ça architecte, puis là, tu fais du woofing. Écoute, parle-nous de ça. Oui, ben écoute, moi, j'ai eu la chance quand même de débuter comme charpentier-menuisier assez jeune. Donc, j'ai un père qui était entrepreneur général, puis quand le bassin s'est ouvert pour des fils entrepreneurs, j'ai pu en profiter pour aller chercher mes cartes, donc tout jeune, aux alentours de 15 ans. Ce qui m'a permis de travailler comme charpentier-menuisier, c'est ça, que pendant plusieurs étés, puis les vacances, les week-ends. Donc, ouais, c'est un côté que j'ai adoré de la construction. Puis je pense que ça m'a servi pour tout le reste de mon parcours aussi, là. Mais oui, puis j'avais toujours comme objectif, en fait, de devenir architecte. Donc, j'ai fait mes études comme technologue en architecture au cégep après le secondaire. Puis le côté technique, j'ai adoré aussi. Je pense que avec tout l'aspect de charpentier-menuisier, ça m'a permis aussi de bien comprendre ce que je détenais, comment le construire. Donc, j'ai trouvé que ça faisait une belle complétion entre les deux métiers. Et donc, après la technique, je me suis dirigé vers les études universitaires pour faire le baccalauréat en architecture, puis la maîtrise en architecture et design urbain. Donc oui, puis au travers de mon parcours à l'université, j'ai eu la chance aussi de faire un échange à l'étranger. Donc, j'ai fait ma dernière année de bac à Marseille. Puis je pense que c'est ce qui nous a donné la piqûre à ma conjointe et moi de refaire un voyage. Après avoir terminé tout notre parcours, après avoir fait tous nos stages en architecture, et on s'est dit, ben pourquoi pas refaire un trip dans l'essence de ce qu'on avait déjà fait, mais en même temps pour découvrir un peu davantage, donc le woofing, comme on était un peu plus tôt. Mais ouais, donc on apprend un peu plus sur notre mode de vie personnel, plus écologique. Donc, comment on peut faire du maraîchage de façon biologique et comment on peut faire de la vinification de façon biologique. Donc, c'est un peu ce que le WOOF nous permet d'apprendre aussi actuellement, en plus de tout mon petit parcours architectural. Comment t'appelles ça, woofing? Comment j'appelle ça? C'est WWOOF. Donc, ça, c'est l'organisation, c'est Worldwide Opportunities on Organic Farms. On rit, là, parce qu'on a pratiqué notre anglais souvent. Maintenant, JS. Oui, attends. Attends, non, World Wild. Tu sais quoi? Attends, je m'en souviens déjà pas. Hey, parce que tantôt, là, on essaie de pratiquer là, je disais Architizer, A+ Award. Et non, regarde, j'avais l'air vraiment d'un vrai Québécois, là. Mais c'est quoi? OK, W, c'est World Wild. Fait que là, les deux W sont là. Opportunities. Ah, lui, il n'est pas facile, ce mot-là. Hein? Opportunities. Ouais. C'est quoi d'autre? On Organic Farm. Organic Farm. Mais toi aussi, tu rushes, là, comme moi, c'est parfait. On est dans la même team. Ouais, là, écoute, trop répété souvent, là. Ouais. Fait que dans le fond, essentiellement, c'est là ce que tu expliquais, c'était du maraîchage. Fait que ça a rapport avec la culture des légumes, je pense. Le maraîchage. Ouais, c'est ça. Ben, en fait,
C'est toutes les fermes biologiques. Donc, ça peut être dans n'importe quelle sphère d'agriculture biologique. Il y a plusieurs opportunités. Nous, principalement, c'était le maraîchage qui nous intéressait plus pour notre niveau personnel, plus tard, d'avoir un jardin dans notre cour arrière de légumes bio. Euh, Puis sinon, ben, on a eu l'opportunité d'aller sur des vignobles aussi. Pour l'instant, c'est ce qu'on a visé, mais il y a plusieurs opportunités dans plusieurs sphères de l'agriculture écologique, là, qui est assez intéressant. Je regardais sur le site, puis c'est des opportunités, comme ça le dit, c'est worldwide. Là. Ouais. Mais tu sembles toujours graviter autour de l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe a en particulier pour toi? Eh bien, l'Europe, c'était un choix qui nous intéressait beaucoup parce que, de un, on a habité ici pendant 1 an. On s'est rencontrés ici, d'ailleurs, ma conjointe et moi. Donc, on voulait revenir à nos racines ici. Puis, aussi d'un point de vue architectural. Donc, tout le nord de l'Europe nous intéressait vraiment beaucoup parce qu'au travers de ces WOOF-là qu'on a fait, on avait aussi cette recherche-là architecturale. On voulait un peu prendre tous les points positifs de ce qu'on est capable de trouver, les bonnes pratiques des différents pays dans lesquels on voyage. Donc, sur l'aspect d'architecture écologique. Puis je pense qu'on a été agréablement surpris. Puis, tu sais, on a fait pour l'instant le Danemark, la Norvège, puis la France principalement. Puis là, on est au Portugal. Mais, tu sais, les pays du Nord ont quand même plusieurs bonnes pratiques, des fois vernaculaires, des pratiques qui datent, qui sont là depuis longtemps, qu'on a un peu perdu l'essence, puis on trouvait ça intéressant d'aller s'inspirer de ces pratiques-là, de réinterpréter des fois de ces pratiques-là dans notre architecture qu'on fait, nous, au Québec. Puis c'est ça, pourquoi pas ramener les bons coups ou les réinterpréter pour nos bâtiments. Qu'est-ce que tu as trouvé à date? Qu'est-ce que vous avez trouvé à date comme bon coup? Ben, on a principalement, là, Copenhague, c'est un bon coup sur plusieurs aspects. Autant du point de vue du design urbain que de l'urbanisation, que de l'architecture. Il y a plusieurs aspects de la ville qui nous ont fortement intéressés. Sont aussi fortement ouverts au développement. On travaille avec les écoles d'architecture là-bas, donc c'est le fun. Les bonnes idées, ils les appliquent. Fait il y a une espèce de travail d'interrelation entre la ville, puis les étudiants, puis les architectes, les designers urbains. Donc ça, c'était vraiment impeccable. On a adoré Copenhague. En plus que c'était la capitale de l'architecture, donc pour de 2024 à 2026, quelque chose du genre. Donc, on était en plein au cœur de ce moment-là. Donc, on a adoré Copenhague. Puis sinon, ben, tout ce qui est Norvège et Copenhague, tous les toits nous ont fortement intéressés. Je pense qu'on a été surpris par les différents toits qu'on voyait, mais il y en avait plusieurs, à savoir un peu plus écologiques. Là. On a fait nos recherches, en fait, puis on a découvert que certains, que ce soit les toits d'ardoise, par exemple, qui sont de l'ardoise qui est locale, finalement, puis qui proviennent du coin de la Norvège. C'est super durable, c'est super beau aussi. Il y avait différents rythmes, patterns dans ces toits-là. Fait que esthétiquement, ça nous accrochait beaucoup. Puis en plus, ben, c'est durable. Fait on en a parlé d'ailleurs dans un article sur notre journal. Mais puis sinon, on a trouvé aussi des toits en algues. Ça, c'était un peu... on connaissait pas ça du tout, mais on a trouvé ça super intéressant. C'est une vieille pratique encore là. Puis, tu sais, il y a une petite île qui en font full. Fait que non, on a adoré découvrir là-dessus des toits en chaume. Tu sais, on n'a pas non plus... je pense qu'on n'a pas découvert des trucs qui étaient tant à côté de ce qu'on connaît, nécessairement, mais je trouve c'était intéressant de voir en pratique, de voir que c'était parsemé dans tous les pays et que c'était plus une pratique courante qu'une pratique exceptionnelle aussi. Mais là, Émeric, là, tu nous lances sur plein de pistes. Là. Bon, d'abord, le journal que tu parles, c'est votre blog qui est sur votre site Internet. C'est quoi l'adresse de votre site? Oui, ben, c'est www.ecorse.eco. Puis oui, on a une section journal. Donc, c'est des articles, c'est un article par mois qu'on écrit, vraiment dans le but de rendre accessible l'architecture, expliquer c'est quoi notre métier, puis davantage nos valeurs de l'architecture plus éco-responsable, plus écologique.
Donc, si on veut s'informer. Vous avez quand même plusieurs articles actuellement en ligne sur votre site. Le dernier étant sur les toitures. Là, tu as listé une coupe de toits, là, comme si c'était banal. Là. Tu sais, oui, les tuiles d'argile, bon, on peut figurer un peu plus, mais tu parlais d'algues. Moi, il me semble que je la vois molle un peu puis gluante. Là. J'imagine que c'est pas ça. Comment ils Non, font les mais ça, c'était toitures super d'algues? intéressant. Ouais, vas-y. Oui, c'était super intéressant. En fait, c'est comme une petite île danoise. Puis, en fait, c'est une architecte américaine qui a étudié ça, puis sur laquelle on s'est beaucoup fié, en fait, pour notre lecture. Puis ce qu'elle a découvert, en fait, c'est que c'était une pratique courante sur l'île parce que c'était des algues qui avaient à profusion au pourtour de l'île. Justement, ils prenaient cette algue-là, ils la prenaient, ils la faisaient sécher à l'automne, puis après ça, ils empilaient des quantités, c'est des mètres d'algues. Donc, ça permet de faire une toiture qui est étanche, qui est isolante. Euh, Puis c'est ça, qui permet quand même qu'il ne pleut pas à l'intérieur, quoi. Mais on trouvait ça tellement. Mais c'est hot, Ah c'est ouais, biosourcé, ouais, c'est vraiment très écologique. ouais. Puis là, pour les gens qui font juste écouter, ils ne voient pas le vidéo, en fait, tu as fait l'image d'un pied en disant 1 mètre, là, mais c'est Ouais, 1 mètre, ouais, ouais, c'est c'est beaucoup énorme. plus, là. Ouais. C'est énorme. Puis là, tu te dis d'un mètre ou 1 mètre? Ouais, ben ça sillonnait dans les 1 point quelques mètres là, de ce qu'on lisait. Ah ouais, Mais oui, juste ça, tu sais, quasiment ouais, 6 pieds là, de dague. ouais. C'est beaucoup? Ah non, non, c'est énorme. Wow! Non, puis c'était super intéressant parce qu'en fait, l'algue qui prenait là-bas pour faire ces toitures-là, ben, celle qui a écrit l'article, elle se rendait compte en fait que c'est une algue qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde. Fait qu'elle était comme pourquoi pas refaire vivre un peu cette technique de construction-là. Après, ça amène son lot de complexité aussi, tu sais, par rapport au travail artisanal que ça implique. Mais ce qui était intéressant à voir aussi de ce toit-là, c'est que justement sur l'île, il y a un entrepreneur qui a décidé de reprendre un peu la façon de faire, puis donc de refaire des toits en algues comme ça. Il n'en reste pas beaucoup sur l'île, donc lui il s'est dit, ben Yann, on va en refaire tranquillement, petit peu par petit peu, puis on va ramener cette pratique-là. Donc c'est quelque chose qui ne s'est pas encore perdu, puis qu'eux-mêmes tentent de conserver, puis même de valoriser. Donc, non, ça, c'est un des toits qu'on a été le plus surpris puis le plus étonné, en effet. C'était super intéressant. Ben clairement. Là, tu disais qu'il y en avait presque plus. C'est pas des algues qui ont presque plus, c'est des toitures en algues. Ouais, des toitures en algues. Il y a eu C'est ça. ouais, il y a eu une époque où il y avait plus d'algues, justement, dû à une infestation de champignons, si je me souviens bien. Puis, donc, c'est ça, ils ont comme arrêté de faire ces toits-là. Mais là, maintenant qu'il y a encore de nouveau des algues, pourquoi pas les refaire? Donc ça, c'était super intéressant. Fait que sur votre site internet, sur écorce.eco, je pense que c'est ça qu'on a dit tantôt. Ouais. Dans le menu en haut, vous avez dans le journal, dans l'article Les toits du Nord, le toit du monde, je sais qu'à la fin de l'article, vous avez mis beaucoup de références. Est-ce que vous avez mis des références pour le toit en algues? Oui. Parfait. Donc, chaque article qu'on écrit, en fait, on écrit les endroits où on est allé recueillir l'information. Ça part souvent d'une curiosité personnelle ou de notions qu'on connaît déjà, mais on va approfondir nos recherches, on va lire davantage, dont les toits en algues qu'on n'a aucune idée. On ne connaissait pas cette technique-là. Donc, non, c'était vraiment super intéressant. Ce qui est le fun dans le cas-là, tu parles de toi. En fait, pour moi, quand tu parlais de ça, j'ai vu deux aspects de durabilité, disons. Premièrement, tu parles de matériaux biosourcés. Mm. Deuxièmement, aussi, tu parles de produits qui vont avoir une plus grosse durabilité. Juste un produit que tu dois changer, disons, à plus basse fréquence, disons, un toit d'ardoise qui va durer beaucoup plus longtemps. Juste comme ça, c'est déjà un produit qui est plus écologique si tu dois le changer moins souvent. C'est comme le concept des bardeaux d'asphalte là, que j'ai jamais compris là, pourquoi c'est un produit qui est rentré sur le marché. Genre, tu sais, si tu as changé ça aux 15 ans, c'est fait de bitume, genre, ça fait juste non, non, tu sais. Pour toi, c'est quoi un bâtiment écologique? C'est quoi ta définition d'un bâtiment écologique? Écoute, je pense que la définition d'un bâtiment écologique est très, très large. Puis je pense qu'on peut l'atteindre sur plusieurs facettes. J'ai pas de réponse précise, tu sais, dans le sens où
Ça peut être un bâtiment qui est plus performant, qui est plus éco-énergétique, qui est plus sain, qui est plus durable. Mais de base, c'est un bâtiment qui est justement qui est plus durable, qui va perdurer dans le temps, qui va permettre d'être justement quand même plus performant. Ça, c'est les aspects de base d'un bâtiment écologique, selon moi. Mais c'est également, tu sais, ça peut être un bâtiment qui touche aux aspects bioclimatiques, donc qui s'insère sur un site qui lui est donné puis qui profite de ce site-là pour être plus passif, pour utiliser la ventilation naturelle. Donc, ouais, pour moi, un bâtiment qui est écologique, euh, c'est un bâtiment qui est plus durable. Euh, donc, ça peut être un bâtiment qui existe déjà aussi, ou ça peut être un bâtiment qu'on ne construit pas non plus, tellement on réalise qu'on n'a pas besoin de tout cet espace-là. Mais ça aussi, c'est un bâtiment écologique d'une certaine façon. Ça devient un projet écologique. Si on réussit à faire gagner des pieds carrés pas construits, bien, c'est ces pieds carrés-là, pas construits, qui sont les plus écolos. Donc, ouais. La notion de bâtiment écologique est assez large, mais quand même. Sur votre site, vous spécifiez que le meilleur bâtiment, c'est celui qui n'est pas construit. Puis c'est drôle parce que je vais souvent dire ça, mettons, en mécanique, la meilleure ventilation, la meilleure clim, c'est celle que tu n'as pas de besoin. C'est vrai parce qu'en réalité, dès qu'on... Puis c'est vraiment intéressant comment c'est écrit. Ça, c'est un autre de vos articles. Là. C'est que le bâtiment en soi, c'est l'aboutissement de plein de transformations de matières, de matériaux, de beaucoup d'énergie qui est utilisée. Tu sais, on parle beaucoup ces temps-ci d'être carboneutre ou carbonégatif, mais le carbone en arrière de ça, ben, c'est la conséquence d'utilisation de l'énergie dans toutes ses formes pour pouvoir transformer les matériaux. Fait qu'évidemment, si on n'a pas besoin de bâtir quelque chose, c'est idéal. Bon, il faut quand même se briller. Pas se briller, mais c'est dans Maslow, là. Il faut se briller, oui, mais je veux dire, se protéger de l'environnement. Mais as-tu vraiment besoin d'avoir toujours 6 000 pieds carrés, là, mettons, là? Ou je me souviens avec Julie Girard Design, je pense que c'est notre podcast 3 ou 4, là. C'est ça qu'elle disait. Elle disait, une des approches qu'elle faisait, c'est qu'avec les clients qui partaient avec leur gros projet, elle faisait, OK, attends, on va penser durable aussi dans le temps. As-tu vraiment besoin de tout ça? Là, tu vas vieillir. Tu vas-tu vraiment vouloir avoir tes 2, 3 étages? Tu y aller plus en plein pied? On va-tu optimiser les pièces? C'est un peu ça que vous faites aussi, là, dans le fond, Ben oui. avec vos clients là, chez Écorce. Tout à fait. Ça fait partie des premiers exercices, en fait, là, dès la conception. C'est prendre les besoins d'un client, prendre ses nécessités réelles, puis, tu sais, des fois, conjuguer ce qui est plus des besoins superflus. Mais, tu sais, des fois, on peut rendre, par exemple, justement, une pièce flexible qui va servir à 2 usages qui ne se chevauchent pas nécessairement. Puis, on peut penser le bâtiment comme étant quelque chose de flexible dans le temps aussi. Donc, si on sait qu'actuellement, nos besoins, c'est ça, bien, on le prévoit comme ça. Mais si on le sait que les besoins peuvent changer ou qu'il y a une possibilité et qu'on ait besoin davantage ou on sait déjà dans l'avenir qu'on veut faire un agrandissement, on veut ajouter, je sais pas, une section, un bureau, un garage, n'importe quoi, mais on peut prévoir déjà cette portion-là pour le futur sans la construire actuellement. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut faire pour permettre la durabilité aussi dans le temps. On le voit beaucoup trop souvent, le classique, un client demande une maison, puis il veut, je sais pas, disons, il veut que l'architecte dessine exactement ce qu'il lui dit. Tu sais, le problème dans ça, c'est que l'architecte le connaît, est spécialiste du bâtiment. Donc, lui, il va savoir, peut-être que ça, c'est trop over-design, c'est trop gros. Tu sais, des fois, du monde, on parle de notion sur un plan. Tu sais, une feuille 11 par 17, là, tu n'es pas capable de te mettre dedans, tu ne le réalises pas. Puis il y a beaucoup d'architectes qui vont juste pas dire un mot pour faire, c'est ce que mon client veut, je vais le faire. Mais ça, c'est un problème en soi. Vu que les architectes ont le pouvoir et le devoir de conseiller les clients avec à justement optimiser. Si tu peux le dire, si tu peux avoir cette empreinte-là, puis avoir cet impact-là, c'est à toi de le dire, c'est toi le professionnel. Fait que ça en dit beaucoup sur le rôle de l'architecte. Tu n'es pas là juste pour mettre les idées du client en plan. Tu es là aussi pour apporter ta contribution. Puis je crois que c'est très important, ça. Puis je sais que c'est un aspect qui te démarque dans le marché. Ah, tout à fait. Puis tout l'aspect de conseiller client, justement, on est un peu des experts de l'espace. Là, on sait comment bien proportionner nos espaces. Si on a besoin d'une cuisine, ben on a besoin d'une cuisine, par exemple. Mais on n'a peut-être pas besoin de la cuisine qui fait 24 pieds par 5 pieds. Fait qu'il faut des fois, il faut
en revenir à nos besoins plus essentiels. Puis ça fait partie un peu de nos missions. Fait qu'on travaille avec tout type de projet, mais on essaie de rationaliser, d'optimiser justement ces espaces-là. Puis c'est déjà, à notre sens, une des approches les plus écologiques qu'on peut avoir, c'est restreindre les pieds carrés qu'on suit. Pour en revenir à ce qu'on discutait tout à l'heure, mais oui, je pense que ça fait partie de notre rôle, ça fait partie aussi euh, de notre sphère de travail. Les architectes, on est les concepteurs du bâtiment. Donc, en conception, justement, on design des espaces, on conçoit des bâtiments selon leur site. Donc, on a un rôle à jouer dès l'amont d'un projet. Parlons du rôle de l'architecte un peu plus. En conception, on le comprend bien. Tu as dit un mot, je veux nuancer, tu as dit restreindre le pied carré. Il y a un aspect, je trouve, négatif avec la restriction. C'est pas tant c'est pas négatif, c'est plus dans l'ordre d'optimiser le pied carré. Je pense que c'est plus ça qu'on veut faire en bâtiment performant. Tout à fait. C'est pas pour te reprendre, là, c'est juste pour rendre ça constructif, positif, là, l'écologie, et non restrictif. Là. Mais le rôle en conception, on le comprend bien, mais en réalisation, je vais en trop utiliser un mot plus péjoratif, plus négatif. Faut-tu que tu joues à la police dans la réalisation avec pas les architectes, là, avec les entrepreneurs? C'est une bonne question. Non, je te dirais, souvent, c'est plus un apprentissage. Nous, c'est une spécialité de faire des bâtiments qui sont plus performants. Donc, souvent, c'est travailler de pair avec les entrepreneurs, avec tous les intervenants, en fait, d'un chantier. C'est pas de jouer à la police, mais c'est plus d'éduquer. Tu sais, s'il y a des notions qui sont mal comprises ou qui n'ont jamais été faites par différents corps de métier, ben c'est d'expliquer c'est quoi l'objectif, puis comment on le fait, si on est capable de l'expliquer. Sinon, c'est de trouver des solutions. Quand on fait des bâtiments qui sont existants, ben c'est beaucoup de trouver des solutions à mesure qu'un chantier avance. Et quand on trouve des surprises, ben on s'assoit tous ensemble, on regarde c'est quoi le problème, puis ben on réfléchit à des solutions optimales pour le bâtiment. Donc non, c'est pas tant de jouer à la police, mais plutôt je pense, d'éduquer, puis je pense, de coordonner tout le monde ensemble. Tu sais, il y a tout l'aspect aussi de conception intégrée qui est important en architecture. Puis ça, je pense que ça se joue aussi durant la construction. Fait que c'est d'avoir une bonne équipe de travail, tous les professionnels, les entrepreneurs, les sous-traitants, une bonne communication. Puis c'est de s'aider. Je pense qu'on est tous là pour faire avancer un peu la construction de bâtiments plus durables et écologiques. Donc souvent, c'est juste de bien comprendre. Puis, dans les projets que tu fais qui sont, j'allais dire funky, mais c'est pas tant funky là, pour nous qui évoluons déjà en bâtiment durable, mais pour certains entrepreneurs qui vont avoir été moins exposés, mettons, à des coupes de murs très épaisses comme les murs des maisons passives et tout. C'est où souvent la surprise ou l'étonnement ou l'apprentissage que tu vois avec les nouveaux entrepreneurs avec qui tu travailles ou tes clients en fait de travail? Hein? Ben, écoute, je te dirais souvent, là, l'aspect qui est négligé ou qui est mal compris, c'est l'étanchéité. Puis c'est pourtant un aspect hyper important. Je pense que s'il y a moyen d'améliorer une construction, c'est par l'étanchéité. On- Donc, en fait, souvent, c'est de bien expliquer comment on fait notre continuité par air d'un bâtiment. C'est souvent là l'aspect, je te dirais, qui est le plus difficile. Je pense qu'on ne se rend pas compte tant qu'on ne fait pas des tests ou qu'on on le vit pas que une petite fuite ou un petit percement peut avoir un impact énorme sur un bâtiment. Donc ça, c'est un aspect qui est souvent à travailler, mais qui, après ça, une fois que c'est fait, une fois qu'on montre à un menuisier comment bien taper, puis comment faire ses bons détails de solinage, tu sais, c'est compris. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement complexe, mais c'est souvent l'aspect qui est le plus souvent négligé ou plus difficile. Après, ben, c'est sûr que je te cacherai pas qu'il y a une maison qui est double ossature à 24 pouces avec de la cellulose à l'intérieur. Quelqu'un qui s'est jamais buté à ça va être un peu surpris, tu sais. Fait genre, pourquoi je construis 2 murs? Mais ça, c'est complètement un autre type de construction. Fait que je peux comprendre. Mais pourquoi tu construis 2 murs? Vas-y donc. Pourquoi tu ferais ça? Ben, pourquoi tu construis une double ossature? Ben, souvent, c'est pour donner justement beaucoup plus de marge d'isolation. Quand on veut faire un bâtiment qui est passif, c'est un bâtiment qui
consomme moins d'énergie, mais donc qui en perd moins aussi. Fait que ça va passer par une plus grande isolation. Pourquoi on fait des doubles ossature après? Ben, il y a différentes stratégies qui peuvent être utilisées. Nous, quand on fait des doubles ossature, c'est principalement pour pouvoir se donner de l'espace pour venir souffler de la cellulose dans nos parois murales, dans le but d'utiliser des matériaux qui sont davantage biosourcés. Ouais. Donc, il faut savoir que c'est quoi les deux structures qui sont importantes non plus. Il y a plusieurs aspects à comprendre de ce type de construction-là. Mais je comprends que ça peut des fois paraître euh, impressionnant de construire ce genre de bâtiment-là. Puis c'est d'ailleurs aussi pourquoi on fait des projets qui sont plus conventionnels, parce qu'on veut démontrer que c'est possible quand même de faire des projets qui sont plus performants avec du standard ou avec des constructions qu'on est plus typiquement habitué de voir, par exemple dans le résidentiel. Qu'est-ce que tu veux dire, tu fais du bâtiment plus conventionnel? Tu prends des bâtiments plus Ouais, c'est quoi un bâtiment conventionnel? Avant, je parte en dérape, là. Ouais. C'est quoi un bâtiment conventionnel pour toi? Ben, bâtiment conventionnel, c'est, mettons, la coupe de mur typique qu'on va être habitué de voir sur un chantier de construction. Donc, on va, qui s'inspire davantage du code, disons-le comme ça. Fait que ça, c'est quoi? C'est un 2x6, un polythène en dedans, 2x6, ton R4 ou R6 selon ce que tu es. Avec un R4 extérieur, c'est ça. Puis, OK. C'est ça. Fait que si on se met comme dans une station de base typique, bien, souvent, les bâtiments résidentiels au Québec sont conçus comme ça. Donc, ton gypse intérieur, ta fourrure simple avec ton polythène, ton 2x6 avec de la laine. Puis, à l'extérieur, tu as ton R4, souvent même qui est vendu en supermarché. Avec un par à côté du poulet, là. Tu vas pouvoir acheter ton polyisocyanurate en spécial cette semaine chez IGA. Ouais, c'est ça. Non, mais dans les quincailleries, souvent, ce qu'on voit aussi, c'est avec un film par pluie de laminé directement sur l'isolant. Donc ça, c'est très, très conventionnel. Donc, une des missions qu'on s'était donnée, c'est comment on peut réinterpréter cette structure-là, cet assemblage-là qui est plus conventionnel pour démontrer que c'est possible de faire un peu plus performant avec ce genre de type de coupe de mur-là, puis que tous les entrepreneurs qui sont habitués de faire une coupe de mur plutôt standard comprennent bien comment le faire, puis que c'est surtout des grandes surprises, justement. Donc, on a fait ça pour quelques projets, dont le projet Les Bases qu'on a parlé en introduction. Puis, ben, on a été agréablement surpris quand même des résultats que ça donnait pour le peu d'efforts supplémentaires, en fait, qu'on a investi. Peux-tu me donner un peu ta recette, justement? Parce que moi, il y a deux sous-questions qui viennent. C'est un, comment tu fais pour réinterpréter le mur? C'est drôle quand j'entends réinterpréter. On parlait de bouffe il y a pas quelques instants, mais il me semble que c'était, une couple d'années, c'était bien en vogue, là, les émissions des chefs. Il y avait comme plein d'émissions là, sur la cuisine. Là. Ouais. Puis souvent, c'était ça qu'ils disaient, on va réinterpréter la recette. Hein. On réinterprète un classique, la tourtière réinterprétée. Mais là, toi, c'est pas une tourtière, c'est une coupe de mur standard que tu réinterprètes. Toi, c'est quoi ta recette? Dis-moi, Ginette, c'est quoi ta recette? Ben oui, je peux vous dire la recette de ce qu'on a fait. Mais en somme, ce qui a été pris en compte, c'était de réaliser, donc c'est ça, une conception d'enveloppe très simple. On est parti des mêmes bases qu'une coupe de mur plutôt conventionnelle. Donc, une ossature en 2x6. Par contre, le choix qu'on a fait, c'est de les mettre au 24 pouces plutôt qu'au 16 pouces. Comme on n'est pas obligé de les mettre au 16 pouces. Donc, on les a mis au 24 pouces. Ça nous permet de faire du advanced framing, qu'on appelle. Donc, c'est minimiser la quantité de bois essentiel selon ce qu'elle a réellement besoin pour la structure. Ça nous permet d'avoir donc des cavités qui sont un peu plus larges pour l'isolation, d'avoir une efficacité de l'ensemble des facteurs R qui est davantage isolant par le fait même. Ensuite, à l'extérieur, on a mis un isolant de néopore graphité. Donc, c'est un matériau qui est du graphite finalement avec de l'air à 97 à l'intérieur, mais qui est un peu plus isolant qu'un R4 traditionnel. On est allé chercher R7.5. Donc, déjà là, pour couper les ponts thermiques, quand on passe de R4 à R7.5, ça nous permet quand même d'ajouter un R effectif qui est davantage supérieur.
Puis après ça, ben, c'est pas plus compliqué que le conventionnel. On est venu mettre un pare-air, pare-pluie extérieur bien scellé, pour le coup, et des fourrures, puis notre revêtement de cèdre mural. Donc voilà, ça, c'est la petite recette simple qu'on a faite pour quelques projets. Comme je dis, c'est vraiment pas complexe, mais ça nous a permis d'aller chercher plus du R32 que du R24 qu'on est habitué de voir, par exemple. La main-d'œuvre, normalement, c'est une grosse partie de l'équation. Donc, c'est sûr que si on veut changer les méthodes de construction, en gardant les mêmes techniques de construction, les gars au chantier sont quand même capables de rouler au même rythme. Après ça, c'est juste un peu plus de matériel. Mais en fait, même dans ce cas-ci, là, le advanced framing, c'est moins de matériel, plus de performance. C'est juste faut avoir, comme tu me dis, une conception intégrée. Puis dès le début, dire que l'architecte, tu dis à l'ingénieur, hey, je veux faire du advanced framing, c'est au 24. C'est quoi les considérations que je dois faire? Mais si c'est planifié au début, ça fait beaucoup plus de sens, là. Exact. Fait que je crois que justement, garder des coupes standards, parce que quand tu vas dans du custom, là, le monde va penser un peu plus, c'est un peu plus lent au chantier. Ça rajoute des coûts. La main-d'œuvre, il ne faut pas se le cacher. Faut pas juste regarder en termes de matériel. La main-d'œuvre, ça a un gros impact. Oui, tout à fait. Puis c'est ce qui nous a intéressés dans ce modèle-là, de dire qu'on fait quelque chose de plus conventionnel. C'est à la fois de faire attention aux surcoûts qu'il pourrait y avoir quand on parle d'une maison écologique. Des fois, il y en a qui peuvent avoir peur de ça ou qui ne sont pas habitués. Donc, on veut éviter ces surcoûts-là qui sont parfois non fondés. Donc, en faisant quelque chose de plus conventionnel, ben, on peut démontrer que c'est pratiquement la même recette. Puis après ça, ben, c'est quand on touche à ça, quand on fait une maison ou un bâtiment qui est plus étanche ou plus performant, bien, on commence à connaître une certaine recette, puis petit peu par petit peu, on peut intégrer d'autres façons de construire aussi. Je pense que c'est pas à écarter tous les autres types de conception d'enveloppe, mais pour attirer du moins un standard, je pense que ça peut être super intéressant. Toi, tu es architecte, concepteur Passive House certifié, là. C'est sûr que la grosse différence dans se rendre dans le Passive House ou dans les niveaux Passive House, après ça, c'est le niveau d'isolation. Comme tu dis, je crois que c'est comme ça pour tout le monde qui ont suivi leur cours Passive House. C'est pas tout le monde qui va concevoir un bâtiment Passive House dans sa vie. Mais prendre ces principes-là, puis juste enlever l'aspect de surisolation, déjà, on est en train de faire un très, très beau travail, puis c'est justement là qu'on trouve le sweet spot. Fait que, Passive House, c'est vraiment le meilleur bâtiment qu'on peut construire en termes d'enveloppe du bâtiment. Ouais. Mais c'est pas nécessairement lui qui va être le plus viable pour tous les bâtiments de ce monde. Non, tout à fait. Puis, trouver ce sweet spot-là, je crois que c'est vraiment super important. Oui. Puis, tu vois, avec ce bâtiment-là, on est arrivé avec des calculs qui mentionnaient qu'on était 53% plus efficace qu'un bâtiment conventionnel. Donc, la coupe de mur standard que je parlais tout à l'heure. Pour peu d'efforts supplémentaires, c'est déjà une très bonne économie. Puis, cette maison-là, elle a été construite en 2022, donc on a pu valider les chiffres avec Hydro-Québec. C'est ça, on arrivait dans ces moyennes-là, donc c'est super intéressant pour ça aussi. Comme quoi, justement, on n'est pas tout le temps obligé de faire un bâtiment qui est 100% passif. Surtout que c'est pas tout le monde qui est habitué de construire avec ces méthodes de construction-là au Québec. On a quand même une énergie renouvelable. Après, comment on peut désaturer le réseau? Fait que, déjà, avec une enveloppe plutôt conventionnelle qui permet d'économiser 50% d'énergie, c'est déjà quand même super intéressant. Puis après, c'est sûr qu'il y a quand même toute la question de ce qui est bioclimatique. Donc, il n'y a pas seulement l'isolation puis l'enveloppe qui va t'aider, mais si on peut tirer parti d'un site pour faire du solaire passif puis de la ventilation naturelle, on économise déjà aussi beaucoup en termes d'énergie là, pour notre bâtiment. Parce que le bioclimatisme, c'est ça, c'est de bien implanter ton bâtiment en fonction de la biologie autour. Pas la biologie, mais l'environnement dans lequel tu es instauré. C'est-tu bon quand je le résume? C'est je fais tiré dans le chat, tu peux le dire, non? Ouais, non, mais en partie. Tu as une partie de la réponse. En fait, c'est de tirer profit de ton site, de ton écosystème qui t'entoure. Donc, si on arrive sur un site, on va avoir des conditions différentes entre un site A et un site B, par exemple. Donc, c'est de prendre
le soleil, par exemple, comme principe solaire passif qui te permet donc de gagner de l'énergie, qui te permet de la réutiliser dans ta maison, puis donc de prendre moins d'énergie sur le réseau. Ça peut être les vents dominants. Les vents dominants vont changer aussi justement entre un site A et un site B. Donc, c'est d'organiser tes ouvertures de fenestration pour pouvoir prendre profit de ces vents-là pour ventiler naturellement ta maison. Donc, c'est des principes bioclimatiques. Tu prends le climat qui entoure ton site, ton écosystème, tu en prends profit, puis tu l'utilises au bon essor de ton bâtiment. Fait que moi. Ça a l'air être évident, comme tu l'expliques. Pourquoi ce l'est pas dans la vraie vie? Et pourtant, c'est tellement des vieilles façons de construire ou de s'implanter dans des lieux, mais ouais, je pense que c'est simple, mais je pense que quand on n'est pas au courant de ça ou qu'on ne le sait pas, tu sais, c'est peut-être dur à déterminer. Je sais pas. Pourtant, c'est des conceptions assez simples, puis je pense que ça fait partie des rôles de l'architecte, justement, aussi, tu sais, en amont de projet, quand on fait une conception sur un site, c'est de faire l'analyse de ces sites-là, de voir qu'est-ce qu'on peut prendre de ces sites-là qui va nous aider pour notre projet. Et ça peut être la végétation existante, ça nous aide souvent aussi, tu sais, à bien situer un bâtiment. Si on peut avoir des feuillus au sud, puis à l'ouest, on va être super content. Si on peut avoir des conifères au nord, hey, on va être genre, yeah. Tu sais, donc, non, c'est quand même simple, puis ça fait partie du rôle de l'architecte en amont de projet de déterminer ces éléments-là qui peuvent être pris en considération pour la conception de nos bâtiments. Ça vient d'où, Écorce architecture écologique dans Écorce architecture écologique? Ben, écoute, c'est le fruit d'une très longue réflexion, Écorce, mais pour moi, c'était la conjoncture de plusieurs valeurs, plusieurs aspects du bâtiment qui me rejoignaient puis qui faisaient du sens pour un bâtiment plus performant. Mais quand on parle d'un bâtiment performant, c'est souvent traité par l'enveloppe. On en a déjà parlé beaucoup depuis le début du podcast. Mais donc, si on veut quelque chose qui est plus écologique, ça prend une enveloppe performante, ça prend une enveloppe étanche. Donc, c'est ce qui vient abrier tes espaces intérieurs dans lesquels tu vis. Puis, tout ce qui est les ressources locales, les ressources renouvelables, biosourcées, c'est des aspects qui sont, à notre sens, primordial pour la construction des bâtiments. Donc, l'écorce, c'était un peu ça. C'était comme la conjoncture de finalement l'enveloppe, comme l'écorce est une enveloppe pour le cœur de l'arbre, mais à la fois l'utilisation de matériaux naturels et matériaux renouvelables puis biosourcés comme le bois, une ressource qu'on a à profusion au Québec qui, à mon sens, on se doit d'utiliser de façon responsable, bien sûr, mais donc dans l'utilisation de nos bâtiments. As-tu des matériaux préférés avec lesquels tu aimes travailler? Là, je pense tu viens de trahir déjà ta préférence, là. Mais vas-y, c'est quoi tes matériaux préférés avec lesquels tu travailles? Mais Yann, je peux faire ça plus large si tu veux. Mes matériaux préférés, c'est les matériaux biosourcés, les matériaux renouvelables. C'est les matériaux qui vont nous permettre d'avoir un bâtiment qui se rapproche plus du carboneutre parce que c'est des matériaux qui vont avoir capté finalement du CO2 durant toute leur vie. Et quand on coupe et qu'on utilise dans un bâtiment qui reste là longtemps parce qu'on fait des bâtiments qui sont durables, bien, qui ne sont pas rejetés dans l'atmosphère, puis en plus, bien, le morceau de bois qu'on prend, bien, on peut le refaire pousser. Donc, on comprend un peu le principe, mais c'est donc les matériaux qui sont pour moi les plus intéressants d'un point de vue de bâtiment plus écologique et durable. Mais donc, oui, plus particulièrement, le bois est le matériau qui m'est le plus utile et que je préfère dans mes conceptions. Il y a un bon dicton en anglais qui dit Wood is good, it grows on trees. Ça résume pas mal tout ça. Exact. Mais vraiment, c'est important d'avoir cette conception bioclimatique, surtout dans notre contexte au Québec. Tu sais, tu l'as mentionné, notre carbone opérationnel, même, je veux dire, c'est important. On a une énergie qui est quand même propre. Fait que le carbone opérationnel a un moins gros impact ici. Fait juste dire qu'en termes de proportion, ton carbone intrinsèque dans tes matériaux a beaucoup plus d'importance au Québec. Puis ça, on ne le réalise pas. Fait que c'est vraiment, si on veut avoir un bâtiment qui est écologique, c'est vraiment important au Québec qu'on mise, on ait cette approche sur les matériaux. Puis je crois que c'est
dans ton approche, c'est ce qui est parfait. Oui, tu as ton côté qui est Passivhaus, qui est optimisation de l'enveloppe, qui est, c'est ça, efficacité énergétique, mais ceci, tu la combines avec cet aspect de biosourcé qui fait vraiment un beau mariage. Puis on le voit souvent, là, tu sais, ça existe, on voit des bâtiments Passivhaus qui, tu sais, c'est du chauffage isolant, puis c'est 18 pouces de mousse, puis c'est comme cool, parfait. Tu as un bâtiment qui est super efficace, tu as une bonne efficacité énergétique, mais est-ce que tu es vraiment en train de faire un bâtiment qui est plus durable? C'est pas nécessairement vrai. Fait qu'avoir cette approche combinée, je crois que c'est là le sweet spot. Tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'au final, c'est ça. On peut faire des bâtiments hyper performants, mais qui ont une énergie intrinsèque grave, disons-le. Donc, oui, quand on combine avec des matériaux qui sont biosourcés et puis qui ont capté du CO2, ben, on s'aide davantage. Puis on leur donne aussi une vie supplémentaire, une durabilité. Puis je pense qu'il y a moyen quand même de faire des bâtiments qui sont durables, qui sont malléables aussi dans le temps, puis qui peuvent s'adapter aux besoins futurs. Tu sais. Et quand on pense à du béton ou quand on pense à des structures bois, ben, il y a quand même moyen, avec des structures bois, de facilement modifier ou ajouter ou bonifier, tu sais, au travers le temps. Donc, non, je pense que c'est une bonne recette, en effet. Parlant de recettes et du projet Les Bases là, qu'on parlait un peu plus tôt, là, pourquoi? Ben, d'abord, félicitations pour le Architizer A+ Award que tu as reçu. Merci. Pourquoi ce prix-là? Parce que tu as reçu plusieurs prix sur ce projet-là. Lesquels, avant je pars sur 15 questions, là, lesquels tu as eu pour Les Bases? Ben, on a eu plusieurs nominations. On a eu le prix Architecture A+ Awards. Bravo, c'est bien prononcé. Mais, oui, on a eu... merci, Jess. On a eu, oui, aussi des nominations au prix de Muse. On a eu des nominations aussi au Grand Prix du design. On ne sait pas encore les retombées de ça, mais ouais. Donc ça, c'est les nominations qu'on a eues. Mais le Architizer A+ Award, je pense que ça va être le mot du podcast. Pourquoi lui, il est plus hot que les autres? Ben, je pense que c'est une belle visibilité pour les architectes. C'est une plateforme qu'on connaît bien. C'est une plateforme d'inspiration aussi. En début de projet, quand on fait de la conception, on s'inspire souvent de ce qui est déjà là ou de ce qui existe déjà. Fait que je pense que c'était flatteur, c'était chouette d'avoir eu une nomination puis de se retrouver sur ces sites-là, ben, ouais, qui sont très visibles au travers de notre métier. Puis sur quel point, en fait, que tu as flashé? Ben, c'était, tu veux dire, sur quelle catégorie de nomination? Oui, mais si tu as remporté un prix ou une nomination, c'est parce que quelque part, tu te démarques. Donc, je vais utiliser un terme plus francophone et plus adéquat. Donc, au lieu de flasher, on va dire comment tu t'es démarqué pour obtenir ton prix. En fait, c'est ça ma question. Oui. Ben, je pense que le projet a quand même été conçu en étant sensible du lieu. On se retrouvait justement à Saint-Denis sur Richelieu, un coin avec un fort historique, des beaux bâtiments plus patrimoniaux, des maisons avec certains caractères architecturaux plus traditionnels. Donc, déjà, notre travail de conception, c'était s'immiscer sur un site en ayant l'air d'avoir toujours été là. Donc, on a repris certaines caractéristiques du secteur. Après ça, on a fait, comme on en a parlé tout à l'heure, une conception très simple, mais on a travaillé avec des principes comme le advanced framing, puis des composantes qui sont un peu plus performantes, qui nous permettent donc d'avoir une meilleure efficacité énergétique. Donc, je pense que tous ces petits aspects-là ont comme cousu une maison qui s'intégrait bien dans un contexte de concours comme ça. Puis, ce qu'on mettait de l'avant, c'était surtout aussi une certaine simplicité de construire ce genre de bâtiment-là, tout en ne dénaturant pas ce qui est dans son contexte actuel. Fait que je pense que c'est tout ça qui nous a permis, en fait, de se démarquer avec ce projet-là. Ouais, félicitations, vraiment. C'est un super beau projet. Je vous invite vraiment tous à aller le voir. C'est aussi disponible sur son site web, écorce.eco.
Quel outil tu utilises, quel outil as-tu dans ton arsenal, disons, pour créer des bâtiments un peu plus performants? Quel outil les autres architectes ou technologues devraient utiliser pour vraiment pousser ça un peu plus loin? Ben, très bonne question. De base, c'est sûr que ça nous prend des logiciels comme Revit pour faire tous les dessins de nos bâtiments. Mais plus encore, c'est bien d'avoir des logiciels de validation pour l'étude d'ensoleillement. Après ça, tout ce qui est par rapport à la performance d'un bâtiment, on a des logiciels ou des outils comme le PHPP qui nous permettent rapidement de valider certains concepts de nos bâtiments. Le 2CM également, qui nous permet de calculer tout le carbone intrinsèque des matériaux. Donc, c'est chouette pour savoir la quantité de carbone que ton bâtiment va utiliser, par exemple. Puis ensuite de ça, il y a des outils qui nous permettent de valider des assemblages ou des détails comme Woofy et Terms. Donc, ça, c'est deux outils qu'on utilise aussi quand on veut valider des compositions qu'on a créées, des assemblages, mais également des détails un peu plus funky dans nos constructions. Genre de détails funky, comme quoi, mettons? Détails funky, là, souvent, genre des seuils de porte. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même... Oui, c'est vrai, ça a l'air de rien. C'est quand même difficile de donner une bonne étanchéité, une bonne isolation à ce genre de détails-là. Finalement, les ouvertures, c'est des trous dans des murs. Donc, venir relier notre enveloppe hyper performante avec ce genre de détails-là, c'est le genre de détails qu'on peut modéliser puis qu'on peut valider afin de voir si on a fait une bonne conception technique. C'est beaucoup de job, hein, pareil, la conception. C'est pas juste du pelletage de nuages. Là. Il y a vraiment beaucoup de réflexion pour arriver à avoir un bâtiment qui va être là de façon permanente. Donc, ça vaut la peine de bien le planifier. Je pense que c'est Lincoln qui avait dit, bon, en tout cas, c'est lui qu'on réfère à ça en disant si tu me donnes 10 jours pour couper un arbre, je vais en passer 8 à affûter en fait ma hache, puis 2 à le couper. La logique en arrière de ça, c'est que tu veux passer plus de temps à préparer, planifier que exécuter. C'est important l'exécution, là. Mais c'est super important aussi la planification. Puis dans certains milieux de la construction, surtout résidentiel, je te dirais, parce que résidentiel, tu n'es pas obligé d'avoir un architecte, là. Mais c'est comme mis de côté, cette phase de planification. C'est comme go, let's go, on passe à l'action. Il y a comme à mon sens, une incompatibilité avec notre désir social ou sociétal, en fait, je devrais dire, de décarboniser ou de réduire notre empreinte carbone, de nous rendre plus performants globalement au niveau tant de l'énergie que le carbone, que l'eau. On a parlé de l'eau un peu dans le podcast aussi. Je vois qu'il y a une incompatibilité entre nos méthodes réelles au jour le jour versus qu'est-ce qu'il faut faire. Puis la planification va être méga importante. Au Québec, ça a l'air d'être moins important au niveau du résidentiel. Est-ce qu'ailleurs dans le Canada, as-tu fait des projets ailleurs dans le Canada, Émeric? Non, j'ai pas eu la chance, malheureusement, de travailler ailleurs dans le Canada. Quoique je m'inspire quand même des fois de la Colombie-Britannique, surtout pour tout ce qui est question code aussi. Mais oui, au Québec, c'est vrai, comme tu le dis, Jean-Sébastien, on a une tendance à pas nécessairement prendre pour... ou on prend pour acquis, en fait, cette planification-là, en se disant qu'on n'a pas réellement besoin. Mais c'est un peu l'essence du travail de l'architecte aussi, de prévoir puis de conceptualiser. Je pense que c'est quand même important. C'est ce qui te permet finalement d'avoir quelque chose de solide, quelque chose de bien réfléchi, puis d'arriver avec le moins de surprises possible aussi quand le construire. Sans parler trop au cash, parce que je comprends que ça varie selon le projet, puis il y a différentes formules de facturation là, pour les professionnels. Là. Mais globalement, puis tu ne verras pas nécessairement un architecte faire des bungalows en série. Là. Je pense pas que tu as besoin nécessairement. Attends, tu vois, je suis en train de faire des affirmations. D'après toi, ça serait-tu pertinent d'avoir des architectes qui travaillent justement sur les quartiers bungalows en série type banlieue? Y aurait-il une pertinence? Là, après, il faut voir est-ce qu'il y a une pertinence de créer cette banlieue-là. Par contre, là, on veut pas non plus créer d'étalement urbain, mais c'est-à-dire que je pense que l'architecte a sa place dans tout type de bâtiment.
Et quand il vient le temps de planifier puis de concevoir, ne serait-ce que pour avoir justement une conception qui est plus bioclimatique ou pour avoir une enveloppe qui est plus performante. Donc, toute échelle de projet est à mon sens, un travail pour un architecte. Ouais, je pense pas qu'il y ait trop de petits projets. Mais là, les gens vont dire, ouais, mais un technologue va faire le travail, là. Ben, oui, c'est-à-dire que oui, un technologue peut faire le travail. Après, il y a c'est-à-dire qu'il y a différents types de professionnels dans tout métier. Mais après, il doit y avoir des technologues qui sont très bons aussi pour faire du bioclimatique. Un architecte a une spécialité quand même en conception. C'est surtout là-dessus que le cursus est focusé durant tout le parcours universitaire. Euh, mais donc, oui, un très bon technologue, il peut faire une maison. Après, il y a un champ limité, il y a des grandeurs à respecter. Euh, mais je pense que c'est bien déjà de base d'avoir quelqu'un qui aide à, à concevoir, à dessiner. Puis finalement, c'est un peu ça qui est les bases de tout le projet. Puis la personne souvent qui fait la conception, c'est un peu le chef d'orchestre de tout le reste. Donc, je crois que c'est bien d'avoir un professionnel, du moins, qui t'aiguille ou qui t'accompagne. Oui, mais je vais préciser ma question, puis mon but, c'est pas de te lancer une balle courbe. C'est que je sais il faut que tu aies des plans, puis normalement, le plan doit être fait par un technologue dans la plupart des municipalités. Ouais. D'abord, est-ce que j'ai raison dans ce que je dis ou je suis dans le champ gauche? Oui, oui. Ben, tu sais, c'est-à-dire que je crois qu'il y a des municipalités que tu n'as même pas besoin d'un technologue, là, mais minimalement, ça prendrait un technologue ouais, pour faire des plans résidentiels, par exemple. Oui, c'est ça, exact. Puis, mais est-ce que l'architecte aurait un intérêt à être à superviser, mettons, un étalement urbain qu'on a parlé tantôt, pour justement mieux concevoir le concept global de la chose, ou vraiment, là, c'est overkill? Non, non, pas du tout. Chaque échelle de projet a vraiment sa place pour l'architecte. OK. Puis, oui, ça peut être même de l'objet. Tu sais, ça reste que les architectes, pour ceux qui sont concepteurs, ont quand même une pratique artistique où toute échelle de projet est bon pour un architecte. C'est ça. Puis pourquoi on a l'impression que je repose dans mes questions, c'est parce qu'en posant la question tantôt, dans la réponse, je comprenais que un technologue pourrait faire le travail. Je veux juste être sûr de bien distinguer ça, là. Parce que moi, je comprends que c'est pas le même envergure de projet, un bungalow à 1200 pieds carrés, là, à Blainville, là. Mais je pense que tous les professionnels, comme tu dis, ont leur rôle à jouer dans tout type de projet. Capsule entrepreneuriale, c'est combien de temps tu as parti ta firme? Ça va faire 10 ans en 2025. Donc, ça a commencé tout petit durant mes études de technologue. Donc, à cette époque, j'étais technologue professionnel. Et puis, tranquillement, au travers de mes études aussi, j'ai précisé ma pratique vers l'architecture qui était plus écologique. Donc, ça m'a amené à... Fait que toi, tu as fait tes études en étant à ton compte. Exactement. Ben oui. Oui. Wow! Ouais. OK. Ben, ouais. Bravo! Ben merci. Ben, je pense que c'est arrivé un peu à l'improviste, mais comme j'avais déjà travaillé comme charpentier menuisier, j'ai eu des demandes, sachant que je faisais mes études comme technologue, puis dans le futur comme architecte. J'ai eu des demandes de projets, puis tranquillement, je me suis dit, ah, ben pourquoi pas, tu sais, travailler à mon compte, je sais comment construire, j'apprends à dessiner des plans. Donc, ouais, j'ai pu commencer assez tôt. Puis j'ai continué ça tranquillement durant mes études, qui m'a permis en même temps de me faire la main puis de préciser le champ de pratique qui m'intéressait davantage. Puis donc là, pour de bon, d'être 100% à mon compte, de travailler pour les projets qui m'intéressent puis le marché qui m'intéresse. Je trouve que c'est important, ça, de travailler pour les projets qui s'intéressent. Être motivé et être passionné de se le faire, c'est une grosse partie du travail. Moi, je sais que personnellement, c'est une des raisons pourquoi je suis parti à mon compte, c'est parce que il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient exactement ce que je voulais faire. Fait que je me dis, tant qu'il n'y a personne qui le fait, pourquoi pas le faire moi-même? Je sais pas que ça doit sûrement être la même pensée que tu as eue, tu sais, de se faire genre, ben, je veux faire l'architecture écologique. Il y a presque personne qui en fait, tu sais, genre, je ne vais pas commencer à travailler pour d'autres personnes, puis là, tu fais pas exactement ce qui te passionne. C'était-tu vraiment ça un peu, ton parcours, genre, Ben psychologique? oui. Ben, oui.
Tout à fait. Au début, j'ai commencé par intérêt entrepreneurial. Ça m'a toujours intéressé, puis j'ai toujours eu comme vision d'avoir ma propre entreprise d'architecture. Mais petit à petit, puis j'ai toujours eu cet intérêt-là vers l'architecture écologique, le bâtiment plus durable. Donc, petit peu par petit peu, ça m'a mené vers ce champ d'expertise-là. Puis, ben, il y a tout le rebranding du nom de ma compagnie, aussi de justement Écorce Architecture écologique. Je voulais que ce soit clair, tu sais, on vient pas chez nous pour faire n'importe quel genre de bâtiment. Euh, j'ai eu une expertise qui s'est précisée vers ce champ de pratique-là. Euh, donc, je voulais que ça soit mis de l'avant. Puis, je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe. Et je pense qu'on travaille par intérêt dans ces milieux-là. Euh, et donc, c'est ce qui m'a amené à justement faire Écorce Architecture écologique, l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. J'ai eu le privilège de voir tes plans. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai connu, là. Et juste la façon que tes plans sont présentés, tu vois qu'il y a t'as une profondeur d'expérience autre que juste l'architecture. Puis je suis pas en train de dénigrer les autres plans d'architectes, là. Il y en a qui sont très, très bien. Mais je trouvais que c'était très, très clair. Tu vois les différentes étapes d'assemblage, je peux dire, du bâtiment. C'est comme, tu as comme, tu sais, je cherche énormément mes mots actuellement, là, mais tu sais, les anciens cartoons que tu flippes les pages bien vite avec ton pouce pour que ça fronde, ça fasse de l'animation, là. Ben, t'as comme un peu ce principe-là. Quand tu flippes les pages bien vite, tu vois quasiment le bâtiment faire wouh, sortir du sol. Je trouvais ça vraiment fascinant. Puis au-delà d'être beau, je comprends la pertinence et que ça te permet de comprendre comment il s'insère le bâtiment, comment tu vas le créer, comment il s'insère dans la réalisation là, du bâtiment. Fait que high five pour ça, pour vrai, je trouvais ça vraiment fascinant, là. Ben, merci beaucoup. Puis, tu sais, ça fait partie justement aussi de rendre accessible l'architecture écologique, c'est d'expliquer aussi notre cheminement, c'est de démontrer autant aux clients qu'aux entrepreneurs, à monsieur, madame, tout le monde, ou les sous-traitants, pourquoi on le fait comme ça, pourquoi on s'est inséré sur un site. Donc, de vraiment visuellement, esthétiquement démontrer qu'on a pris telle décision, on a fait telle analyse. Donc ça, pour nous, c'est super important. Je pense que de rendre accessible l'architecture écologique, c'est aussi par la qualité visuelle de ce que tu rends. Fait que autant le bâtiment final, mais autant les documents qui servent à la construction de ces bâtiments-là. Puis je pense que justement, un entrepreneur qui n'est peut-être pas habitué de faire ce genre de bâtiment-là, je lui remets des documents qui sont clairs, qui sont simples, qui visuellement sont beaux. Ben, ça te donne quand même envie, je pense, de le travailler, ce projet-là. Puis, ben, déjà, tu sais que tu vas avoir toutes les informations, c'est clair. Donc, oui, je pense que ça passe aussi par mon travail, moi, personnel, pour que le produit final soit aussi attrayant. Parce qu'un plan, c'est un élément de communication à la base. Ça communique une idée. Puis qui plus est, un plan, c'est en plus de maison comme ça communique l'idée finale, mais l'idée au cours de la réalisation aussi. Comment y arriver. Fait que pour vrai, ça, c'est vraiment super, super bien réussi. L'avenir de l'architecture écologique puis du bâtiment durable dans son ensemble, ça regarde comment, selon toi? Là, on est en 2024, presque 2025. Là. Ça regarde comment? Qu'est-ce qui t'excite du futur qui s'en vient? Ou moins? Non, ben, je serais positif face au futur qui s'en vient. Je pense qu'avec toute la décarbonisation, toute la décarbonisation de la construction, je pense qu'on s'en va dans une belle voie. C'est tout un secteur qui est à parfaire en architecture puis en construction, puis qui est, à mon sens, très pertinent, voire nécessaire. Donc, j'ai beaucoup d'aspects positifs par rapport à ça pour l'avenir. J'ai envie de travailler ces aspects-là. J'ai envie qu'on s'aide, tous les gens qui travaillent dans ce métier-là. Je pense qu'on a un besoin face aux réalités dans lesquelles on vit. Puis je pense qu'on va être capable, en fait, d'y arriver. Ça va passer justement par un peu cette accessibilité-là au projet, par l'éducation, par la sensibilisation, puis petit par petit, avec tous les acteurs des domaines.
Mais je pense qu'on a quand même un beau potentiel. On est capable de faire des bonnes constructions. Non, je pense que les prochaines années vont être des belles années pour s'améliorer, disons-le comme ça. Oui, c'est ça l'avantage d'apprendre et d'avancer dans la vie, c'est qu'on a toute l'occasion de justement s'améliorer, c'est le but. Puis là, en ce moment, on a un devoir de s'améliorer au niveau du bâtiment, c'est dans le domaine dans lequel on évolue, là. Mais c'est bon pour tout le monde, puis on n'a comme pas le choix de s'améliorer dans ce moment-là. Hey, c'était vraiment cool de t'avoir à l'épisode aujourd'hui, Émeric. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Tu prends-tu encore des projets, là, même si tu es en Wolfing Intensity Thing en Europe? Oui, ben oui, certainement. On a quand même des gens au Québec qui nous aident. Donc, oui, on fera toujours des projets. Si on peut vous aider, si vous avez des questions, on est toujours là quand même si on ne fait pas de projet ensemble. On est très ouverts sur tout ce qui est bâtiment performant, bâtiment durable. Donc, oui, on reste... vous avez notre adresse courriel, donc vous pouvez nous écrire quand vous voulez. C'est ça, donc écorce.eco. Adresse courriel, j'imagine info@écorce.eco. Émeric, donc EMERICK @écorce.eco. Donc, vous pouvez Excellent. nous rejoindre pas directement. d'info, carrément, Émeric. On parle au gars direct. Écrivez-moi Okay. directement. Ouais, ça va faire plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation, JS et puis Philippe. Très intéressant. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Bonne Merci, journée. Émeric. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast Au-delà des murs. Merci Philippe et merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à info@addm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, RETROFIT, construction.ca. Pour la ventilation, le chauffage et la climatisation de votre projet d'inspiration Passive House, rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier, BOURCIER, ventilation.com pour contacter notre équipe. Merci encore une fois et à la prochaine!